Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je suis ravie de vous accueillir. Je serai accompagnée d'une de mes collègues, Marie-Lou, qui ne devrait pas tarder à arriver. En attendant, je vous propose de partager mon écran sur cette fameuse thématique qui est très importante. Je me sens en situation d'épuisement professionnel. Bonjour Marie-Lou. Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. Je Parfait. partage juste mon écran pour pouvoir démarrer justement le webinaire. Alors, est-ce que mon écran est OK, Marie-Lou? J'attends ton go. C'est bon. Super. Je vais peut-être le mettre en grand, ce sera plus simple. Est-ce qu'au niveau des notes, c'est assez grand ou il faut que j'agrandisse? Je pense que tu peux agrandir. Hop. Si je le mets comme ça, tu l'as en grand ou pas? Excusez-moi, on a quelques petits ajustements techniques. Ça va pas changer grand-chose. Alors, attends, je vais juste refaire le partage dans ces cas-là. Hop, on va le faire comme ça. Partager l'écran et on va mettre tout l'écran. Comme ça, vous allez pouvoir suivre tous mes éléments. Et voilà, nous pouvons démarrer de manière plus officielle. Je pense que l'affichage est bon. Donc bonjour, bienvenue à ce webinaire que j'ai la chance de co-animer donc avec Madame Marie-Lou Messner qui se présentera juste après. Quelques règles et consignes avant de démarrer. Comme vous le savez, vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions et on y répondra à la fin du webinaire. Vous pourrez aussi voter pour les questions qui vous intéressent afin qu'elles se mettent en haut de la liste et qu'on les traite en priorité. Donc, n'hésitez pas à participer durant ce webinaire. Alors, c'est la 4e édition. Tous les ans, nous mettons en place les semaines de l'évolution professionnelle. Cette année, elle se déroule du 9 au 20 octobre avec tout plein de groupements qui délivrent le conseil en évolution professionnelle. Donc, notamment l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique. Notre but et notre rôle, c'est vraiment de vous aiguiller, de vous aider à y voir plus clair dans votre avenir professionnel. Et cet événement des semaines de l'évolution professionnelle est totalement gratuit et digital afin que tout le monde puisse y accéder. Alors, je me présente, je suis donc Caroline Trine, directrice de projet pour le CEP du Centre Val-de-Loire. Et donc, comme je le disais en introduction, je suis accompagnée de Madame Marie-Lou Messmer. Marie-Lou, je te laisse te présenter. Bonjour, donc Marie-Lou Messmer, je suis conseillère en évolution professionnelle, donc je travaille sur le CEP en région Centre-Val de Loire. Plus précisément, je suis sur Tours. Alors, le sujet du jour, Marie-Lou, qu'on va traiter donc avec toutes les personnes qui sont avec nous, je me sens en situation d'épuisement professionnel. Alors, c'est un bien grand mot. Derrière, il se cache beaucoup de choses, notamment des burn-out, des bore-out, des brown-out, donc beaucoup de terminologie, mais finalement, on ne sait pas trop de quoi on parle. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous éclairer sur ces 3 typologies de mal-être, en tout cas, où aller au travail devient vraiment une corvée pour certaines personnes. La motivation n'est plus au rendez-vous, on n'a pas envie de se lever le matin et parfois on ne sait pas pourquoi on se lève. Donc l'idée, c'est de faire un peu le tri par rapport à ces 3 notions qui ne sont pas si faciles à déterminer. Donc on sera vraiment dans une définition, une approche des symptômes qu'on peut avoir. Et on va vous évoquer aussi ce fameux conseil en évolution professionnelle, à quoi il peut servir et pourquoi ça peut être une des solutions. Donc Marie-Lou, je te laisse la main sur cette fameuse question pour commencer, le burn-out. On en entend parler depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce que c'est? Alors, le burn-out, c'est alors pour simplifier, en français, on dit généralement épuisement professionnel et on entend toujours parler du burn-out. Alors plus précisément, qu'est-ce que c'est? Là, on va évoquer plusieurs choses. On va évoquer déjà ses caractéristiques. Ensemble, on va évoquer le fait que ce soit un syndrome, en fait, à plusieurs dimensions et on va les détailler ensemble. Et on va aussi évoquer les symptômes qui sont vraiment constitutifs de ce syndrome, d'épuisement professionnel et comment on mesure, comment on détecte, le burn-out, qui est vraiment une pathologie reconnue, aujourd'hui, donc on peut mesurer. On va également, discuter ensemble des caractéristiques, qui sont en fait, parfois aussi individuelles. Donc il y a la situation et l'individu, on va différencier les 2. Et puis on va parler des risques psychosociaux et aussi de, ce qu'on peut y faire, tout simplement. Ça, c'est le programme par rapport au burn-out. Tout à fait. Alors, déjà une définition.
Les caractéristiques. Donc ça, c'est une définition dite scientifique. En fait, on va avoir 2 personnes qui sont Christine Maslach et Susan Jackson, qui vont avoir beaucoup travaillé sur le burn-out, sur l'épuisement professionnel. Elles vont le définir comme ça. C'est un syndrome en fait d'épuisement émotionnel, de dépersonnalisation. On va discuter un peu plus en détail de ce que ça signifie, et de réduction de l'accomplissement personnel qui peut apparaître chez des individus qui sont impliqués professionnellement auprès d'autrui. Initialement, c'était vraiment beaucoup auprès des travailleurs sociaux, par exemple, que ça a été travaillé. Nous, on peut aussi le définir comme le fait que ce soit un épuisement physique, émotionnel, également un épuisement mental qui va résulter d'un investissement prolongé dans des situations exigeantes de travail sur le plan émotionnel. Donc c'est pas uniquement auprès d'autrui, ça va être tout simplement des situations qui vont demander une implication émotionnelle à la personne. Merci. Alors, plus précisément, c'est un syndrome qui va avoir 3 dimensions. On va, en fait, voir que c'est un rapport vraiment subjectif au travail. Ce que ça veut dire, c'est que, la même situation pour une personne, différente va pas forcément engendrer les mêmes choses. Par rapport donc ce rapport subjectif au travail doit impliquer 3 choses. Donc pour avoir un burn-out, on va souvent parler d'un épuisement émotionnel. Un épuisement émotionnel, ça va impliquer une grande fatigue. Ça va impliquer, par exemple, c'est le fait de ne vraiment être pas capable tout simplement d'aller au travail, de se lever le matin parfois pour aller au travail, pas forcément systématiquement, mais suffisamment, souvent pour que ça alerte. Et puis on va avoir une sensation de dépersonnalisation, de déconnexion. La déconnexion, par rapport, au travail, mais pas que. La dépersonnalisation, ça va être, par exemple, quand vous avez l'impression d'observer un petit peu une scène de l'extérieur. Faut pas que ça dure trop longtemps, sinon ça va être un autre symptôme, mais voilà, ça va être quand on a l'impression de plus vraiment être là. Donc voilà, si ça, c'est une des dimensions, en fait, de syndrome de burn-out. On va avoir aussi la notion d'attitude, donc plutôt ce qu'on appelle du cynisme parfois vis-à-vis du travail. On va se sentir complètement désengagé. Donc on va avoir une baisse en fait d'engagement émotionnel au travail, plutôt une attitude qui va être globalement négative. Par exemple, on va considérer que on va plus aider les collègues, on va moins s'impliquer aussi parfois dans le travail, on va pas forcément avoir envie ou même avoir juste l'énergie de donner autant que d'habitude ou qu'avant. Et la troisième dimension, c'est la diminution de l'accomplissement personnel au travail. Donc ça, c'est vraiment par rapport à ce que ça nous fait ressentir. On va pas avoir l'impression de s'accomplir, on va pas avoir l'impression d'être efficace, de servir par exemple à quelque chose. Donc on va avoir un sentiment vraiment d'inefficacité de soi au travail. On va plus forcément avoir non plus d'implication liée à ça. Donc grosso modo, on a aussi ce sentiment de pas servir à grand-chose et de pas savoir ce qu'on fait là et en plus on est fatigué, on n'a pas forcément envie d'y aller et on n'y voit que du mauvais finalement, hein. Quand on parle aussi de cynisme, attitude négative, c'est vraiment une contrainte là le travail, hein, si je résume aussi par rapport aux sentiments qu'on peut avoir. Tout à fait, exactement. On va plus du tout avoir de motivation, voire on peut avoir ce qu'on appelle une amotivation en un seul mot, donc une perte totale de motivation ou dans un cas, quand on n'est pas encore dans le burn-out mais qu'on y arrive, une perte en tout cas de motivation dans un premier temps. Mmh. Donc là, on voit justement toujours sur cette notion de 3 dimensions, une synthèse de tout ça. Donc on va avoir une diminution de l'engagement. On va avoir une diminution, en tout cas une baisse de qualité, on va avoir une négativité des sentiments, du ressenti par rapport au travail et par conséquent une baisse de l'adéquation au poste puisqu'en fait on va plus du tout s'engager, on va potentiellement perdre une grande motivation donc de l'engagement, au travail signifie, qu'on est moins efficace effectivement. Mmh. Donc c'est des symptômes qui peuvent arriver progressivement, il faut aussi le dire. On le voit bien avec le petit schéma là, on arrive, on est hyper motivé et ça va s'installer sur le moyen long terme, j'ai envie de dire. Donc c'est aussi ces petites alertes qu'il faut avoir pour se protéger soi, hein. Tout à fait, avant que ce soit trop tard. Mmh. Alors justement les symptômes, comment est-ce qu'on peut être alerté et observé? Déjà des manifestations, quelles sont-elles? Alors, vous allez avoir par exemple des manifestations émotionnelles. Donc là, on en a un petit peu parlé, typiquement vous allez avoir, de l'angoisse, vous allez ressentir aussi potentiellement, de la tristesse ou voire de la colère, en tout cas des émotions qui sont plutôt négatives, en pensant ou en allant au travail.
ou même en étant sur place. Vous allez potentiellement avoir des manifestations physiques. Alors par exemple, très typiquement, c'est le trouble du sommeil qui va beaucoup apparaître et être une vraie alerte. Un trouble du sommeil qui va être lié à ce stress, hein, à une certaine sensibilité qui va être exacerbée, mais il peut y avoir vraiment des facteurs plus importants. On peut par exemple prendre ou perdre du poids en fonction de ce que ça fait le stress sur nous. On peut ressentir des tensions musculaires et on peut aller vraiment jusqu'à souffrir, hein, physiquement. On peut ressentir aussi des nausées. Alors ça va être des douleurs, par exemple beaucoup de maux de ventre ou liés à des troubles de la digestion, des choses comme ça, qui sont aussi liées souvent à du stress et qui doivent vraiment nous alerter si ça arrive, c'est pas généralement pour rien. On va avoir aussi des manifestations qu'on appelle cognitives. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir des difficultés à fonctionner, à être fonctionnel. Par exemple, on va avoir une perte de concentration. Ça, c'est souvent un des symptômes aussi qu'on va retrouver. On peut aussi perdre de la mémoire, hein, parce que ça va être les fonctions qu'on appelle exécutives en fait. C'est vraiment très très lié. Alors ça va être lié à tout ce qu'on évoque avant, hein. Ça, c'est dans un ordre très logique. Si on se sent pas bien, si on a des conséquences physiques, par exemple une perte de sommeil ou de qualité de sommeil, assez logiquement, on va avoir du mal à se concentrer, à retenir des choses importantes. On peut aussi avoir du mal à prendre des décisions, à faire des choix, enfin tout ce qui va nous demander en fait vraiment des capacités comme ça quotidiennes finalement qu'on utilise sans se poser de questions. On va avoir l'impression de perdre un petit peu là-dessus. Ça peut être très très compliqué à vivre. Il y a souvent des personnes qui viennent nous évoquer qu'elles se sentent un peu bêtes, qu'elles ont l'impression de devenir stupides au travail, alors qu'elles ne le sont pas du tout et qu'elles n'ont pas du tout perdu de capacité, hein, d'intelligence. Mais c'est souvent en fait ces fonctions exécutives qui sont en berne. On va aussi avoir des manifestations plutôt comportementales. Alors typiquement, on va avoir un repli sur soi. On va arrêter par exemple, de discuter le matin avec les collègues aussi longtemps, à la machine à café. On va aussi potentiellement, ne plus être aussi engagé. Alors si on travaille auprès d'un public, du coup auprès de ce public, des clients, des patients, des bénéficiaires, peu importe. On peut aussi carrément avoir un isolement qui arrive, où vraiment, par exemple, si on est sur des groupes de discussion, on va les quitter, ou on va plus du tout parler avec les collègues, la hiérarchie, peu importe. Et ça peut arriver jusqu'à une agressivité, hein. Parfois, si on parlait du cynisme, en fait, si on commence à vraiment plus se sentir bien, on peut avoir de la colère qui arrive et qui va se transformer au niveau comportement en agressivité, typiquement auprès d'un public, mais ça peut être aussi avec les collègues, par exemple. Et puis un dernier type de manifestation motivationnelle, donc on en a beaucoup parlé, hein. Évidemment, c'est le cœur du burn-out aussi, c'est la perte de motivation. On va se sentir complètement déprimé, on va potentiellement se sentir incompétent ou incompétente. Ça revient aussi en lien avec les fonctions cognitives, mais pas que. Si on a un sentiment d'inutilité, d'inefficacité, on va se dire que de toute façon, on n'est plus bon à rien et ça va avoir des répercussions très, très importantes du coup sur sa vie personnelle. Jusqu'ici, on parle beaucoup du travail. En réalité, toutes ces manifestations-là, vous vous rendez bien compte, quand on les évoque, qu'elles vont avoir un impact sur votre vie personnelle en dehors du travail. Et donc là, c'est vraiment un gros signal d'alerte, c'est si ça vient impacter votre vie. Je crois qu'on a eu un petit bug. Ce que voulait dire Marie-Lou, c'est que c'est un vrai signal d'alerte quand ça vient impacter la vie personnelle, parce qu'effectivement, hein, tout est intrinsèquement lié. Si on n'arrive pas à faire la coupure en se disant ça, c'est la situation du travail, mais que cette situation empiète sur ma vie personnelle, c'est vraiment des symptômes qui sont beaucoup plus graves et qui sont à traiter. Je vous prie de m'excuser avec ce petit bug. Marie-Lou, es-tu revenue? Oui, moi je suis là. Moi, j'ai pas eu de soucis de mon côté. Ah pardon, autant Non, pour moi. Alors c'est peut-être chez moi du coup. Je vous prie de je sais pas. m'excuser. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous voyez effectivement des soucis de connexion. Du coup, j'avance sur la slide. C'est bon, merci, parfait, je l'ai. Alors attention, souvent on peut avoir une confusion entre ce qu'on appelle du stress chronique et le syndrome d'épuisement professionnel, hein, le burn-out. Il faut vraiment le voir comme synonyme parce qu'en français, on va plutôt dire syndrome d'épuisement professionnel. Donc ce n'est pas du tout la même chose, enfin, pas du tout, il y a beaucoup de points communs. Les facteurs de risque en fait sont similaires, les raisons pour lesquelles on peut ressentir ça ou subir ça. Par contre, l'engagement au travail n'est pas le même. En fait, si vous vivez un stress chronique, parce que, par exemple, vous avez une situation très stressante, très contraignante, ou une surcharge au travail,
mais que vous avez toujours cet engagement, cette motivation. Du coup, vous n'êtes pas dans le syndrome d'épuisement professionnel. Toutefois, vous êtes potentiellement dans un stress chronique et je vous invite quand même à consulter. Ça va être des professionnels de santé, ça va être aussi potentiellement envisager de changer de travail, changer d'emploi, évoluer. On en reparlera après avec ce que peut vous apporter le CEP. Si vous sentez un désengagement au travail, là, vous êtes plutôt probablement dans un syndrome d'épuisement professionnel. Donc la vraie différence, en fait, c'est quand on est sur le burn-out, on va ressentir un déséquilibre qui va être trop important, il y en a toujours forcément un petit, entre la réalité du terrain, ce que vous rencontrez, ce que vous vivez au quotidien, et puis la théorie du métier. Alors, comment détecter, comment être capable de savoir si vous êtes actuellement en burn-out, en syndrome d'épuisement professionnel? Alors, vous avez un questionnaire, donc on appelle ça le MBI, c'est le Maslach Burnout Inventory, pardon pour mon accent. Vous le trouverez gratuitement en ligne. Vous tapez MBI, burnout, questionnaire, vous allez tomber dessus. Très facilement, vous allez pouvoir le faire gratuitement. L'idée, c'est qu'attention, ce n'est pas un diagnostic. C'est un outil qui va vous servir à repérer les phénomènes en fait de dégradation de ce rapport subjectif au travail, de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, et aussi de permettre d'exprimer des difficultés. C'est un outil qui est très intéressant parce qu'il va vous permettre des fois de prendre conscience de certaines choses aussi en le faisant, et donc de venir repérer comme ça les difficultés. Peu importe, entre guillemets, que ça vienne vous dire que oui, vous êtes peut-être en situation de burn-out ou que non, probablement pas. En tous les cas, si vous exprimez, vous repérez des difficultés, c'est très, très important dans tous les cas d'en prendre conscience et de venir, potentiellement travailler dessus. Ce questionnaire, il va aussi, il va être un outil, qui va être à compléter pour devenir potentiellement un diagnostic. Il va falloir le compléter de vos données de vécu du travail, donc de contexte, de tout ce que vous allez pouvoir apporter, en plus. Également de ce qu'on appelle des signes cliniques, donc tous les symptômes qu'on avait vus, auparavant notamment, typiquement par la médecine du travail, qui peuvent être identifiés, vraiment, notés, observés par la médecine du travail et ou par votre médecin traitant, tout simplement. Vas-y. Oui, ce que je retiens, c'est vraiment mettre des mots sur ces difficultés. C'est ça qui est intéressant. C'est que parfois, on est dans ce schéma-là, mais on est un peu je le nie, je suis pas dedans. Il y a un petit déni parfois qui se fait parce que voilà, parfois on est humain et on a envie d'aller jusqu'au bout des choses. Et parfois, ce déni peut faire mal finalement. Donc effectivement, ça peut être intéressant de faire ce questionnaire-là, même s'il n'y a pas un gros sentiment de dégradation. Ça peut être vraiment aller cibler ces petits signes d'alerte qui peuvent déjà être là, mais par petites gouttes. Exactement. Donc pour ça, il faut vraiment pas hésiter à vous tourner du coup vers la médecine du travail, en sachant que vous pouvez à tout moment, demander un rendez-vous avec la médecine du travail à votre initiative sans que l'employeur en soit informé. C'est important de le savoir. Et vous pouvez évidemment vous tourner vers d'autres professionnels de santé. Donc je parlais du médecin traitant, ça peut être des psychologues, ça peut être vraiment, différents professionnels de santé, ceux avec lesquels vous êtes à l'aise, ceux qui vous suivent déjà, peu importe. Mais voilà, c'est important d'en parler. Du coup, sur le burn-out, là, ça va un petit peu résumer. On va rajouter une notion. Le burn-out, là, on a parlé des symptômes. Il faut aussi savoir que ça va être aussi lié à l'individu. Attention, à aucun moment, être en burn-out, c'est de votre faute. Vraiment, à absolument aucun moment. Par contre, il est vrai que ça peut être lié aussi à des choses personnelles. Alors là, il y a écrit trait de personnalité. En fait, ça va être aussi des fois contextuel, hein. C'est pas que, de l'inné, de votre façon d'être. Mais effectivement, quand on a une certaine instabilité du coup, émotionnelle, quand on va avoir une tendance, à faire très, très bien son travail, un caractère très consciencieux, à vouloir toujours être, très efficace, voire parfait, quand on va avoir ce caractère perfectionniste, qui n'est pas juste une fausse qualité ou un faux défaut en entretien d'embauche, qui est vraiment, le fait existant chez certaines personnes, on va avoir plus facilement tendance à potentiellement subir un burn-out, à potentiellement être en situation d'épuisement professionnel. Donc c'est très lié. C'est des choses qui sont très liées. Pour autant, vous pouvez avoir ces traits de personnalité et ne jamais être en burn-out parce que ça reste très contextuel. Et vous pouvez aussi être en burn-out sans pour autant avoir ces traits de personnalité. Mais ça vient être un facteur potentiellement aggravant ou un facteur de risque en fait, ce qu'on appelle un facteur de risque.
en sachant que dans tous les cas, le contexte qui doit être là, c'est qu'il doit y avoir une exposition prolongée à un facteur de ce qu'on appelle un risque psychosocial, un facteur de RPS. Vous verrez probablement ce terme régulièrement. Alors justement sur les RPS, comment on peut prévenir le burn-out? Alors, ah oui, effectivement, il y a le. Est-ce que tu crois, Caroline, que tu peux enlever en cliquant sur masquer le petit bandeau Oui, qui est en bas, j'ai que tout le monde hésité. voit bien Parfait. la dernière ligne? Merci. Parfait. Donc, qu'est-ce que c'est les risques psychosociaux? En fait, les risques psychosociaux, c'est les facteurs qui peuvent induire des difficultés au travail. Alors, ça va être des contraintes, ça va être des charges de travail, ça va être du contexte de travail. Voilà. C'est tout un ensemble de choses. On n'accentue pas beaucoup dessus aujourd'hui puisque c'est pas le sujet, mais c'est bien lié aux risques psychosociaux. Ça, c'est aussi au sein de la médecine du travail que vous pouvez en discuter. Du coup, vous pouvez agir sur certaines choses. Alors, vous, encore une fois, vous n'aurez pas la main sur tout. Toutefois, dans un premier temps, nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de ne pas hésiter à vous informer. Vous informer sur quoi? Alors, sur vos droits, vous informer sur ce qui existe, vous informer sur des opportunités, et pour potentiellement aussi vous former, changer d'orientation professionnelle, changer même parfois juste d'évolution de poste en interne. En tout cas, voilà, voir ce qui existe et ce qui est possible de faire. Donc là, pour vous informer, on revient à la médecine du travail, beaucoup évidemment sur ces sujets-là. Ça peut être aussi votre conseil en évolution professionnelle. On en reparlera de toute façon. Veillez à votre charge de travail. Le burn-out, ça va souvent être lié à une surcharge de travail. Une surcharge émotionnelle, certes, mais de travail. Vous pouvez aussi essayer de garantir un soutien social au sein de votre collectif, donc votre équipe de travail, très souvent. À la fois pour vous, pour éviter ce burn-out. Le soutien social, hein, l'entraide par les pairs, ça va être très efficace parce que ça permet des fois d'alerter plus tôt, ça permet aussi de se sentir soutenu et de pas rentrer dans cet épuisement émotionnel dans un premier temps. Et puis ça peut aussi aider autrui. Penser aux autres qui peuvent être en difficulté sans forcément toujours l'exprimer. Plus il y a un bon soutien au sein d'une équipe de travail ou d'un collectif de travail, moins il y a de risques. Demander, de donner, là vous n'êtes pas forcément si vous n'êtes pas forcément manager, mais en tout cas solliciter des marges de manœuvre. Quand plus vous êtes contraint, plus vous êtes en risque d'épuisement professionnel. Donc plus vous avez de la marge de manœuvre, une certaine indépendance potentiellement, une certaine autonomie en fonction du poste, plus vous allez avoir cette possibilité de souffler, d'adapter aussi à votre propre façon de travailler. Voilà, c'est vraiment très dépendant du poste et de vos missions, hein. On peut pas être très généraliste là-dessus, mais en tout cas, plus vous avez de marge de manœuvre, pareil, plus vous diminuez les risques d'épuisement professionnel. Évidemment, si vous avez la possibilité, si vous êtes manager à un moment ou à un autre, de donner cette marge de manœuvre, pensez-y aussi. La reconnaissance au travail, alors ça, c'est quelque chose sur lequel vous aurez un peu moins la main. La reconnaissance au travail, c'est un énorme facteur, pour le coup, positif pour éviter les burn-out. Ça fait partie des risques psychosociaux, le manque de reconnaissance professionnelle. C'est quelque chose de très important sur lequel travaille beaucoup la psychologie du travail depuis une dizaine, quinzaine d'années. La reconnaissance au travail, c'est pas seulement être bien payé, même si ça en fait partie. Mais la reconnaissance au travail, c'est reconnaître votre investissement, c'est reconnaître vos compétences, la qualité de votre travail, etc. Donc plus vous avez de reconnaissance au travail, que ce soit des facteurs matériels ou plutôt de la reconnaissance par les responsables, par les collègues, par les personnes avec qui vous travaillez, le public, etc. Pareil, plus vous allez diminuer évidemment ces risques-là d'épuisement et notamment pareil sur l'épuisement émotionnel. Et enfin, un des axes aussi de prévention très important, c'est les critères de qualité. Ça, c'est quoi? C'est aujourd'hui, si je fais une mission, j'effectue une tâche, voilà, je travaille sur un projet, peu importe. Comment est-ce qu'on va déterminer la qualité de ce que vous faites? Et également, quels sont les critères pour vous à ce niveau-là? Donc ça, c'est très très important de discuter aussi, d'échanger constamment à ce sujet-là pour savoir justement la reconnaissance à quoi elle va être liée et quels sont vos axes éventuellement d'évolution à ce sujet-là. Donc voilà, pour le burn-out, si je ne me trompe pas, c'était ouais, c'est ça, c'est la dernière slide là-dessus.
Donc maintenant qu'on a bien normalement cadré le burn-out, vous avez pu normalement poser aussi vos questions auxquelles on répondra ensuite à ce sujet-là. Je vais laisser ma collègue vous parler plutôt du bore-out. Merci Marie-Lou. Alors le burn-out, on va vous le présenter de la même manière que le burn-out avec les définitions, les origines, les risques associés, le fameux profil type, quelques petites stratégies de contournement justement pour éviter de s'embourber dans le burn-out et des acteurs à contacter, à privilégier pour vous aider à vous en sortir. Donc l'image déjà donne un petit indicateur sur ce que c'est que le burn-out, hein. On voit bien une personne en train de bâiller. Alors, le burn-out, qu'est-ce que c'est? C'est une situation où on va s'ennuyer au travail, ce qui est quand même assez étrange, hein, dit comme ça, mais ça arrive effectivement. Qu'on vienne au travail et qu'on ne sache plus pourquoi on est là, on ne sait plus par quoi commencer parce qu'on s'ennuie. On n'a plus de challenge, on n'a pas de stimulation. Et il y a un sentiment d'insatisfaction finalement généré par cette situation de travail qui n'offre pas assez de sollicitations. C'est-à-dire qu'on vient et on ne sait pas pourquoi on vient travailler. Donc c'est un état émotionnel assez désagréable, hein, puisqu'on a l'impression de ne servir à rien. Et c'est tout aussi des symptômes qu'on va pouvoir détailler à travers cette slide-là, ces fameuses sources d'ennui. Comme je le disais tout à l'heure, peu d'exigences, pas de challenge, on ne sait pas par quoi commencer, on a quelques tâches, mais bon, elles sont monotones, elles sont répétitives, je n'ai pas trop envie de le faire aujourd'hui, je procrastine. Euh, à côté de ça, je vais avoir peu de latitude décisionnelle, c'est-à-dire que je vais faire pour faire, mais bon, c'est parce que je suis obligée, j'ai pas forcément l'occasion d'exprimer un peu plus, par exemple, ma créativité ou de proposer des choses complémentaires pour me stimuler. Et à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle des éléments de rupture, des ruptures dans le temps. C'est-à-dire que voilà, je vais avoir des temps de pause très longs où je vais être amenée parfois à faire autre chose que mon travail puisque j'ai beaucoup de temps. Il va y avoir aussi des ruptures dans l'espace, c'est-à-dire dans le cadre de l'organisation du travail. Comment je vais pouvoir mener les choses à bout? Je ne sais pas, j'ai pas de ligne directive. Et des frontières par rapport au métier, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien entre ce que je fais là et mon métier. Donc, vous voyez que le bore-out, finalement, c'est aussi des sources et des origines qui sont intrinsèquement liées à la personne, mais à la perception du travail et ce qu'on me donne à faire. C'est-à-dire que je ne trouve plus d'éléments pertinents qui vont venir me stimuler pour pouvoir mener à bien mes missions. Alors, les risques associés à ce sentiment, on va dire, de non-utilité, ça va être des risques psychosociaux multifactoriels. Très concrètement, ça va être la crainte du regard social. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis incapable de répondre à cette question parce que je ne sais pas à quoi je sers. Qu'est-ce que je fais dans ma structure? On peut être amené aussi à avoir ce qu'on appelle des conflits moraux. À un moment donné, on est payé pour mener à bien une tâche, une mission, pour faire quelque chose, sauf que je n'y retrouve plus, je ne sais pas pourquoi je suis payé. Donc il y a un sentiment un petit peu de vol parfois, où on ne se sent pas honnête par rapport à son employeur. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle des risques organisationnels, où on n'arrive plus à prendre du recul pour analyser et comprendre l'organisation du travail, que ce soit dans son entreprise ou dans son service. Il n'y a pas de cartographie finalement de l'organisation, donc je ne sais pas comment me situer aussi. Il va y avoir aussi des risques professionnels métiers, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, donc ce risque-là peut trouver son origine dans le niveau de formation du salarié, c'est-à-dire que ce n'est pas adapté, on me demande de faire des choses, mais je n'ai pas la formation adéquate, donc je ne sais pas par où commencer. Donc j'ai ce sentiment d'ennui parce que voilà, j'arrive pas à m'organiser pour. Ce sentiment-là peut générer aussi des pertes de repères dans l'histoire de l'entreprise, la réorganisation, les salariés ne savent plus où ils en sont, pas de repères identitaires, notamment quand il y a un rachat, une fusion, une réorganisation de la structure. Et un sentiment aussi de mise au placard. C'est peut-être une façon de parler qu'on utilise beaucoup. Donc, cette fameuse mise au placard, on me met dans un coin, on me donne le minimum à faire, mais bon, je sais très bien qu'à un moment donné, je ne fais plus partie du collectif, je ne fais plus partie d'un projet global. Donc, ce sont autant d'éléments qui peuvent venir frustrer
et créer ce sentiment de burn-out et aller jusqu'à ces fameux risques invisibles. On se dit, bah voilà, le burn-out se nourrit de tabous, de doutes. Et comme je le disais, ça mène à la procrastination, c'est-à-dire que j'ai plus envie de faire, je reporte tout à demain, voire dans une semaine. Et ça crée un effet de non-action. Quand on se retrouve dans cet effet de non-action, on retrouve ce qu'expliquait Marie-Lou, ce fameux inconfort émotionnel. Il y a une dissonance, il y a quelque chose qui est pas net, qui voilà, tous ces questionnements vont venir se superposer, ce sentiment de non-utilité, inhibition de l'action, on ne fait pas, on reporte, donc on ne sait plus trop où on en est, et ça crée une baisse de motivation. Pour ce qui est du profil type, j'ai envie de vous dire, très concrètement, il n'y a pas forcément de profil type. C'est-à-dire que tout le monde va être le burn-out peut toucher tout le monde finalement, puisque tout ça va dépendre de un environnement de travail. Est-ce que celui-ci est stimulant, cette fameuse organisation du travail? Comment est-ce qu'elle est gérée par sa structure? Cette notion de comment faire monter les compétences, le savoir-faire, c'est-à-dire que voilà, j'ai des formations au fil de l'eau, tous les ans, tous les 2 ans, ça me permet d'apprendre de nouvelles choses, de me rebooster, de me stimuler, de valider des choses que je sais faire. Et cette notion aussi de motivation et de se dire, bah voilà, je sais pourquoi je suis là, on me donne du challenge, j'ai des missions, j'ai des étapes à passer par rapport à mon poste et mon métier. Donc, c'est autant d'éléments qu'on retrouve quand tout va bien, mais autant d'éléments qui peuvent être générateurs de souffrance quand on ne les retrouve pas. Une mauvaise organisation du travail, la non-reconnaissance de ses compétences ou la non-stimulation de ces fameuses compétences et une baisse de motivation parce qu'on n'y trouve pas de sens dans son entreprise. Et là, pour le coup, on se retrouve un petit peu avec ce schéma, une faible satisfaction au travail qui va générer du stress, une diminution de l'engagement et de la performance. On va se retrouver à avoir des comportements dits contre-productifs, forcément, hein, puisqu'on est là sans être là, et on va être sur une intention de quitter l'entreprise. Mais pour quitter cette entreprise, encore, ça va se construire. Donc, comme je le disais, hein, souffrance mal assumée, un manque de stimulation et cette envie de changement pour plus de responsabilités. Et là, pour le coup, le CEP aura un rôle important, on vous l'explicitera tout à l'heure. Donc là, en fait, ce que tu expliques, Caroline, c'est qu'il y a quand même une sacrée différence avec le burn-out. Tout à fait, parce que le burn-out, on va se sentir assailli par plein de choses qu'on n'arrivera pas à assumer. Et là, à l'inverse, bah, on nous sollicite presque pas, donc on s'ennuie. Et quand on nous sollicite, ça ne nous donne pas envie parce qu'on n'est pas stimulé. Donc, vous voyez, c'est quand même différent, mais les deux existent et les deux peuvent faire quand même assez mal au niveau de sa psychologie et de sa relation vis-à-vis de son travail et son poste. Alors, les stratégies de contournement, il en existe, hein, donc comme pour le burn-out, soit des stratégies à son niveau qu'on peut mettre en œuvre et des stratégies qui sont pas au niveau de notre portée, mais qui nécessitent d'aller alerter les services concernés. Donc, une première stratégie de contournement, pardon, la rationalisation. Pouvoir prendre du recul, faire le point sur où on en est, mettre des mots sur ce qui va pas, qu'est-ce qui me dépasse, qu'est-ce qui va bien, ça peut faire du bien et ça peut vous permettre de, voilà, de se redonner un coup de boost et de remettre du sens. Stratégie 2, la créativité. Donc, faire preuve de créativité pour élaborer des stratégies. C'est voilà, on se met en ordre de marche, on met des mots, on va aller chercher, occuper son temps, on va aller contourner cet ennui en allant chercher de nouvelles activités. Et le troisième niveau de stratégie de contournement, c'est quand l'ennui devient tel que la personne prend la décision de traiter ses affaires personnelles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va aller faire autre chose que son travail, tout simplement. Voilà, on va aller faire ses dossiers administratifs, personnels, des choses comme ça, parce qu'on n'a plus de sens à être dans son lieu de travail. Donc, je vous le disais, il va y avoir des éléments qui font que vous allez créer une bulle où vous allez être isolé finalement. Les relais, pour pouvoir vous aider à dépasser ces situations-là, donc votre manager de proximité pour parler de ces fameuses organisations de travail, se challenger et mettre des mots sur ses compétences et ce qu'on souhaite développer.
Pareil pour le service RH, ça peut être l'occasion de parler lors de son entretien professionnel des éléments qu'on veut voir s'améliorer, parler de tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qu'est-ce que j'ai envie de développer, comment je veux aller plus loin dans ma structure. Et une autre action de sa propre responsabilité, peut-être aussi avoir une veille sur le marché du travail, aller explorer d'autres pistes par rapport à des pistes externes ou une mobilité interne par rapport à une action qui pourrait nous plaire. Donc pour s'en sortir, comment est-ce qu'on fait? Il faut savoir que le travail définit une bonne partie de sa vie sociale. Aller au travail, c'est aussi avoir une utilité sociale reconnue, c'est une notion de reconnaissance. Donc, il faut déjà cerner les enjeux de son burn-out. Que gagne-t-on temporairement et à long terme? Si la situation empêche réellement d'agir, il n'y a pas une activité, il n'y a pas de raison pour qu'il ne puisse pas s'exercer ailleurs. C'est-à-dire que je ne suis pas bien dans mon boulot, voilà, une activité hors travail peut peut-être compenser avant de réfléchir à un départ. Cette question aussi de l'utilité de soi. À quoi je sers? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est mon identité professionnelle? En quoi je m'engage dans le cadre de ma fonction, de ma structure, de mon travail? La prévention de la médecine du travail, on l'a évoqué tout à l'heure, un rôle très important quand on a justement ces petits sentiments-là. Et une fameuse responsabilité collective avec ces entretiens professionnels que j'ai évoqués à l'instant, avec ses envies d'évolution, à discuter avec son RH ou son N+1, mettre des mots sur l'organisation du travail, ce qui nous convient, ce qui nous convient moins. Il faut savoir que l'entretien professionnel était énormément un petit temps suspendu dans le cadre du management et de l'organisation du travail pour justement resituer votre rôle au sein de l'entreprise et voir en quoi vous pouvez évoluer et comment l'entreprise peut vous accompagner dans cette révolution-là. Cet entretien peut être préparé avec un conseiller en évolution professionnelle, mais ça, on vous en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul face à ces difficultés, hein. Il faut pouvoir en parler avec des acteurs référents. Du coup, je passe la main à Marilou de nouveau pour qu'elle puisse nous expliquer la notion du burn-out. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est la dernière notion qu'on va évoquer là aujourd'hui sur les différents syndromes liés à l'épuisement professionnel. Alors le burn-out, on va évoquer déjà la définition, hein, comme pour les deux précédents. Comment savoir si vous êtes concerné et quels sont les symptômes, comment s'en sortir, et puis comment retrouver du sens, parce qu'on va voir ensemble, en fait, c'est une pathologie plutôt du sens. Donc, qu'est-ce que c'est le burn-out? Merci. Donc, une pathologie du sens. Le burn-out, c'est une expression en anglais qui signifie en fait une perte de tension. Alors chez nous, ça aurait pas tout à fait le même sens. En fait, c'est dans le domaine de l'électricité. C'est vraiment une panne de courant, quoi, une baisse de tension. Donc on l'utilise comme ça. Tout comme le burn-out, c'est une expression, c'est brûler la chandelle. Vous voyez, c'est un peu le même principe. En fait, c'est un manque d'énergie. C'est souvent lié au fait de ressentir qu'on fait un travail absurde. Donc un métier qui nous intéresse pas ou plus, hein, on peut toujours tout à fait y avoir trouvé un intérêt à un moment donné, mais en tout cas actuellement, si on arrive au burn-out, on ne ressent vraiment pas du tout d'intérêt pour ce métier-là ou pour cette mission ou pour ce poste. On va trouver par exemple que les tâches, elles sont répétitives, ou alors qu'elles n'ont aucun intérêt, aucun objectif. Donc la cause principale, la cause du burn-out, c'est en fait qu'on va pas comprendre, on va pas percevoir l'objectif ou la finalité de ce qu'on fait. Alors ça peut être des missions ou du poste en tant que tel. Et en fait, c'est une pathologie aujourd'hui qui est la conséquence directe de ce qu'on appelle les bullshit jobs. Alors ça, c'est quelque chose qui a été mis en avant il y a une dizaine d'années. Donc les bullshit jobs, c'est les boulots pour lesquels on va considérer, desquels on va considérer qu'ils n'ont vraiment aucune utilité. Donc ça peut être par rapport à la société, hein, des boulots qui servent à rien, ou par rapport à soi, hein, évidemment, directement, à ses propres valeurs, par exemple, ou sa propre perception de la société. Alors, comment on sait si on est concerné par le burn-out? Donc, tout simplement, on va répondre à 3 questions. Est-ce que le travail que vous effectuez vous satisfait? Est-ce que vous vous sentez intéressé et satisfait ou satisfaite par votre travail, vos tâches, vos missions, votre projet, etc. Si la réponse elle est oui, vous n'êtes peut-être pas concerné par le burn-out. Si la réponse elle est non, on passe à la question suivante.
OK, le travail ne vous satisfait pas. Est-ce que pour autant vous comprenez l'objectif, la finalité de ce que vous faites, hein, de vos activités? Est-ce qu'ils ont un intérêt selon vous? Si la réponse est oui, vous n'êtes peut-être pas en burn-out, ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas se questionner, hein, parce que si ça ne vous satisfait pas, il y a quand même des questions à se poser. Pour autant, vous comprenez la finalité et l'objectif. Si la réponse, elle est effectivement non, OK, troisième question. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui en cohérence, alors avec la politique de votre entreprise? Donc ce qu'il faut entendre par là, c'est est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous vous sentez, dans la même, dans la même lignée, hein, dans les mêmes valeurs, par exemple professionnelles? Voilà, est-ce que vous ressentez une cohérence avec l'objectif de votre entreprise, de la structure pour laquelle vous travaillez, par rapport à votre propre système de valeurs, souvent, hein, typiquement, ou en tout cas vos attentes? Est-ce que vous ressentez ça? Si vous sentez quand même une certaine, logique, vous n'avez pas cette perte de sens au point où on appelle ça un burn-out. Si effectivement vous répondez non également à cette question, attention, vous allez bientôt peut-être, vivre ce qu'on appelle un burn-out. Donc pour synthétiser, vous allez ressentir quand même que vous êtes fonctionnel, hein. Vous n'avez pas, cette perte, d'engagement, cette perte aussi de capacité, qu'on va retrouver dans le burn-out. Vous ressentez une certaine, vous êtes actif ou active, hein, contrairement au burn-out, vous allez vraiment vous désengager et vous ennuyer, à mourir. Par contre, vous allez vraiment sentir un sentiment d'absurdité, de manque de sens, de manque de cohérence dans votre travail, dans votre emploi actuel. Donc au niveau des symptômes, quels sont-ils? Alors, pour résumer, le burn-out, ça va amener une situation de souffrance professionnelle, hein, comme les 2 précédents qu'on a évoqués, qui va générer, bah, des risques d'erreur évidemment, des oublis par exemple, qui va aussi générer une diminution d'efficacité, heu, une importante, hein, diminution, d'efficacité. Et puis, en fonction de ce que vous faites, des risques accrus aussi d'accidents du travail, hein, parce que faire des erreurs si on remplit un dossier, ça peut avoir des graves conséquences. Faire une erreur quand on utilise, par exemple des machines en industrie, ça a des conséquences aussi, pour le coup de risque vraiment d'accident du travail. Alors les différents symptômes, on en a, listé ici quelques-uns, les principaux. On va ressentir une perte de plaisir dans son activité professionnelle. Alors pour tout le monde, le travail n'est pas toujours un plaisir, certes. Pour autant, si vous observez vraiment, totalement un manque, de la moindre motivation, du moindre plaisir ressenti, au moins de la moindre sensation d'accomplissement, au travail, ça fait partie des symptômes. Il peut aussi Ça peut aussi aboutir à une accumulation en fait, bah, de tâches, hein, de mails non lus, de plein d'urgences à traiter que, bah, en tout cas, pour l'instant, sur lesquels vous avez pris beaucoup de retard. Ça peut être un symptôme. Si vous perdez aussi confiance dans vos relations de travail, ça peut également, être une alerte, de cette souffrance aussi, au travail, de cette perte de sens. Si vous procrastinez beaucoup plus que d'habitude, tout le monde procrastine un petit peu, mais si vous procrastinez beaucoup plus qu'à votre habitude, il est aussi possible que ce soit un des symptômes. Ensuite, on va aussi potentiellement rencontrer une dépréciation de soi. Et oui, c'est assez logique, hein, c'est, par rapport aux symptômes précédents. Comme un peu, sur le burn-out, hein, on va se sentir aussi, bah, inefficace puisque de toute façon, on fait un travail qui n'a pas de sens, qui n'a peut-être pas d'utilité, soit encore une fois à la société ou soit pour l'accomplissement de soi. On va peut-être se dire que de toute façon, on sert à rien. Si notre travail sert à rien, pourquoi nous, on servirait à quelque chose? Ça, c'est quelque chose qu'on va rencontrer aussi beaucoup, hein, qui est un des principaux signaux d'alerte. On va aussi ressentir une certaine fatigue, psychique, voire physique, forcément, mais à minima une fatigue psychique. Attention, c'est pas encore un épuisement, hein. Si vous ressentez un vrai épuisement, vous pouvez pas aller au bout, on est peut-être plus sur un burn-out. Et puis aussi une perte de capacité à prendre du recul par rapport, voilà, à des événements, donc par rapport, par exemple, à des urgences, par rapport à des situations conflictuelles au travail, voilà, par rapport à plein de choses. C'est cette sensation de tête dans le guidon un petit peu qui peut arriver ici. Ça, c'est des exemples de symptômes, hein. Vous avez ici la source si vous voulez aller regarder l'entièreté et le détail de tous ces symptômes-là, ça s'appelle «Quand le travail n'a plus aucun sens», le burn-out par, Josette Lion, 2018. Alors, une des solutions, demander conseil aux professionnels de la santé et de l'accompagnement, hein, et certains interlocuteurs, on l'a déjà évoqué, tout ce qui va être RH, CSE, manager, médecine du travail,
les CEP, bilan de compétences et centre de santé au travail qui permet de prendre ce fameux recul, remettre des mots, comme je disais, sur ce qui va pas, ça c'est très important, pour justement se faire un plan d'action, pour se dire, bon, où j'en suis et comment je fais pour mettre en place une vraie stratégie pour aller mieux. Alors Ah ben, justement, ça une m'a fait la stratégie pour aller transition. mieux. Exactement. Alors comment en sortir? Puisque en fait, on est vraiment sur, le besoin de retrouver ou même d'en avoir, si vous n'en aviez jamais ressenti ce travail-là, bah, c'est retrouver du sens. Parce qu'on est vraiment là-dessus. Là, c'est là où parce que ce qu'a évoqué effectivement Caroline, ça va être très pertinent. Ça va être typiquement soit d'échanger, avec votre conseiller en évolution professionnelle, ça va être aussi de faire potentiellement un bilan de compétences, ça va être en fait de travailler sur ça, sur, ce que vous aimez vraiment, sur, ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire vraiment le point sur aujourd'hui, quelles sont en fait, vos appétences professionnelles, quelles sont aussi vos valeurs professionnelles, qu'est-ce qui fait que ça aura du sens pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous? Quels sont les types d'activités, les types de missions qui vont avoir du sens, qui vont vous faire vous sentir utile, en tout cas être dans un travail utile ou en tout cas cohérent avec vous? Sur quoi vous êtes compétent? Est-ce que vous l'êtes toujours? Souvent la réponse est oui, hein. C'est simplement contextuel. Mais voilà, sur quoi vous voulez aujourd'hui axer en tout cas vos compétences? Et puis, bah, quelles sont vos motivations aussi, professionnelles? Les motivations, c'est pas, uniquement, du matériel, hein. Évidemment, on peut être motivé par un salaire, on peut être motivé par des conditions de travail, par des horaires et cetera, mais ça peut être aussi des motivations, qu'on va appeler en fait intrinsèques, donc intrinsèques au travail, qui sont liées directement à vos tâches. Donc qu'est-ce qui vous motive? Quels sont les types d'activités qui vous motivent, aujourd'hui? Donc tout ça, ça vous permet vraiment de retrouver du sens. Ça peut être tout simplement d'aboutir à une évolution en interne, à un ajout de certaines missions, un développement de certaines compétences qui vont vous permettre de finalement retrouver du sens dans votre emploi sans forcément en changer ou pas forcément changer de secteur ou d'entreprise. Mais ça peut être aussi une reconversion professionnelle, alors une évolution vers de nouvelles responsabilités, une montée en compétences, un changement de secteur, un changement de métier en fonction. En tout cas, tout ça, ça peut être réfléchi et travaillé sur un bilan de compétences et ou, hein, parce que souvent on vient en accompagnement en parallèle, par le conseil en évolution professionnelle. Donc ici, on a un beau nuage de mots qui vient noter bah, tout ce qu'on peut faire hein, pour retrouver du sens. Voilà, les mots-clés un petit peu. Donc justement, travailler sur ses compétences, très important. Positiver, c'est toujours plus facile à écrire qu'à faire, mais positiver, tout ce qu'on a évoqué avant, ça peut vous aider à aller vers le mieux. Essayer de retrouver un équilibre, hein, parce que bah, en général, on va pas avoir, c'est pas forcément très simple d'avoir le job idéal, hein, c'est-à-dire quelque chose qui correspond à absolument toutes nos motivations, nos appétences, nos compétences, nos valeurs, etc. Pour autant, plus on a un bon équilibre là-dessus, bah, plus on a des chances d'avoir un travail qui a du sens pour nous, bah, plus on a de chances d'aller mieux. Demander de l'aide, ça, c'est très, très important. On a évoqué tous les acteurs possibles que vous pouvez solliciter, mais c'est vraiment important d'en parler aussi autour de vous. Planifier, par exemple, planifier un projet de reconversion, planifier un développement de compétences, et cetera. Tout ce qui encore une fois, ça va vous permettre de positiver parce que vous allez avoir bah, des choses qui vont arriver, qui vont vous aider à vous en sortir. On va voir aussi, voilà, prendre soin de vous, ça c'est très important. C'est pas forcément uniquement, en vous tournant vers des professionnels, au travail, mais aussi vers des professionnels parfois de santé, peu importe, hein, en fonction de ce qui vous convient. On va avoir aussi le mot-clé, hobby, plaisir, c'est-à-dire aussi retrouver, parfois ça va être retrouver du sens avec des choses un peu annexes, vous engager dans des projets, ça peut être faire du bénévolat, ça peut être, créer des choses, ça peut être faire de l'associatif, enfin ça peut être vraiment beaucoup de choses, qui peuvent aussi vous aider à combler, parfois ce manque de sens. Si vous n'êtes pas tout à fait en burn-out, mais que vous sentez qu'il y a quand même un déséquilibre qui est là entre vos ce que vous aimez faire, ce qui a du sens pour vous, ce qui est cohérent par rapport à votre profil, à votre personnalité et ce que vous faites au travail, vous pouvez retrouver cet équilibre en jonglant comme ça avec plutôt de l'extra professionnel. Voilà. Et puis le mot évidemment entourage, réflexion, tout ce que vous pouvez mener avec l'aide d'autrui. Et autrui étant également le conseil en évolution professionnelle. Tout à fait. Alors très rapidement, puisque du coup le sujet étant très riche et très varié, il nous reste que 10 petites minutes, donc du coup on va vous présenter très rapidement ce que c'est que le conseil en évolution professionnelle. Donc c'est un service qui
qui est en fait un processus d'appui à tous les salariés et indépendants pour faire ce fameux point sur sa situation professionnelle, hein, comme je l'ai dit, prendre du recul, mettre des mots sur ce qui va pas, se situer un petit peu et retrouver un petit peu son identité professionnelle pour élaborer, formaliser et mettre en œuvre cette fameuse stratégie, ce petit plan d'action qui permet de se rebooster, de se remettre des objectifs. Ça, c'est tout le rôle du CEP. Il faut savoir qu'il est totalement gratuit puisque c'est un droit, donc service public. Il est confidentiel, c'est-à-dire que personne n'est au courant de votre venue chez nous. Il reste neutre, puisque comme Marie-Lou, on n'a rien à y gagner, hein. Le but, c'est que vous vous sentiez mieux dans votre poste, dans vos baskets, si je peux me permettre, ou en tout cas dans votre situation professionnelle. On est un service aussi qui est accessible, puisqu'on a un maillage territorial assez fin et des horaires élargis, à savoir de 8h30 du matin jusqu'à 19h30 certains jours sur l'heure du déjeuner. Sur une accessibilité multimodale, en présentiel, en distanciel, en visio, par téléphone. En tout cas, on s'adapte. Et on a aussi cette impartialité, hein, puisque droit et service public, nous restons impartiels. Donc, pour nous retrouver, ça va être www.mon-cep.org, puisque les opérateurs CEP sont variés dans le territoire. À savoir que pour les salariés du secteur privé et travailleurs indépendants, vous avez un panel d'opérateurs CEP sur le territoire national que vous retrouverez sur le site internet que je vous ai cité. Pour les salariés qui sont cadres, vous pouvez retrouver l'APEC qui délivre aussi ce conseil en évolution professionnelle. Pour les demandeurs d'emploi, ce sera auprès de Pôle emploi. Pour les moins de 26 ans qui se questionnent aussi, ça va être auprès des missions locales. Et pour le public en situation de handicap, vous pouvez retrouver tous ces conseils et ces soutiens auprès de Cap Emploi. Alors, on l'a dit, le CEP accompagne dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie selon votre situation. Soit une envie de développer ses compétences parce que besoin de reconnaissance, soit une envie de changement complet. Et là, on va parler de reconversion professionnelle ou de transition professionnelle. Cette fameuse évolution professionnelle, notamment en interne, ça se fait aussi. Ces envies de reprendre ou de créer une activité, une entreprise, vous pouvez aussi déjà faire un petit point avec un conseiller. Travailler ce qu'on appelle aussi la certification professionnelle. Je pense notamment à de la VAE peut-être ou à tout ce qui va être CLEA qui permet justement de valoriser ce qu'on sait faire et cette fameuse mobilité interne ou externe parce que parfois il faut savoir aussi prendre des décisions pour se sentir mieux et protéger sa santé. Alors comment ça se passe Marie-Lou très concrètement ce CEP? Alors concrètement, vous aurez toujours en fait une personne, un interlocuteur qui vous sera dédié, sur du conseil individualisé et adapté, hein. Il n'y aura pas de rendez-vous collectif. Ce sera vraiment en fonction de votre besoin, vous pourrez exprimer votre demande. Au premier rendez-vous, vous accéderez à un premier niveau d'information, donc en fonction évidemment de votre besoin. On adapte toujours par rapport à vos questions. On n'a pas de réponse toute faite, ça va dépendre de beaucoup de choses, de votre situation, de votre questionnement. Donc on peut vous informer sur les métiers, sur une offre de formation, sur différents environnements professionnels et sur des dispositifs, par exemple de financement de formation ou de projets ou d'accompagnement au projet. Et on va vous aider à identifier du coup l'ensemble des démarches possibles, vous donner un peu ce qu'on appelle le champ des possibles et puis du coup, voir ensemble les éventuelles suites à donner. Et si on en a besoin, et si vous le souhaitez, on peut vous proposer un accompagnement, toujours gratuit évidemment, parce que c'est toujours le service public, sur plusieurs rendez-vous, qui va vous permettre notamment d'accéder à toute l'information qui sera utile à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité, par exemple, d'un projet, ou d'autres choses, hein, c'est pas forcément que sur de la reconversion, et de construire avec l'aide de votre CEP un plan d'action qui soit pertinent par rapport à votre projet, vos besoins, votre situation, et d'être accompagné dans sa mise en œuvre, jusqu'à ce que vous ayez plus besoin de nous, que vous voliez de votre propre zèle. Nous, on va être toujours là. Oui, alors quand tu dis toujours là, c'est aussi, on peut venir nous solliciter cette année parce que voilà, on a quelques idées, on a quelques questionnements, mais dans un an, dans 2 ans, c'est pareil. Il y a des questionnements qui vont peut-être revenir du fait d'avoir un nouveau poste, une nouvelle fonction. Le CEP, c'est tout au long de sa vie professionnelle, donc il ne faut pas hésiter. Donc, pour prendre rendez-vous avec un conseiller, un site internet, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc mon-cep.org, vous renseignez votre situation, votre localisation, et puis vous serez rebooté vers l'opérateur adéquat. Merci pour votre écoute. Je vais sortir du plein écran pour pouvoir aller traiter quelques questions, mais on va être très très short pour les questions. Alors, pour le support, oui, normalement, il sera accessible. Il y a une question sur
Les fonctionnaires de la fonction publique, est-ce qu'il y a un soutien par rapport à ça? Bah, sur la fonction publique, ça va être vraiment en interne avec votre RH de proximité. Alors nous, on est sur le groupement Évolution. Dans tous les cas, voilà, si vous n'êtes pas salarié du privé, ou demandeur d'emploi ou travailleur indépendant, ce sera du coup dans le public, tout en interne. C'est un petit peu à part. D'accord. J'ai une personne qui nous dit qu'elle a aucun des symptômes, mais elle pense juste à un épuisement professionnel. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette personne qui, justement, ne se sent pas concernée par le tout, mais a des petites bribes de tout ça? Et ben, en fait, exactement ce qu'on évoquait, parce que dans tous les cas, il y a probablement une difficulté, voire une souffrance. C'est pas parce qu'on remplit pas toutes les cases, tous les symptômes, qu'on n'est pas en droit d'aller se questionner et d'aller demander aussi autour de nous un accompagnement, une aide, quoi que ce soit. Donc, vous pouvez tout à fait vous orienter vers votre conseiller en évolution professionnelle, qui saura avec vous établir les leviers d'action, voir ensemble les points aussi d'alerte, et puis voir tout ce qui est possible de faire dans la situation. D'accord. Alors, j'ai une question de Monsieur Jean-Paul. Combien de temps dure une démarche CEP? Alors, il n'y a pas forcément de règles. Vous avez un premier rendez-vous qui dure 1 à 2 heures, ça va dépendre de la structure. Et ensuite, un accompagnement CEP, c'est pareil, ça dépend de la structure. Nous, avec le groupement Évolution, c'est des accompagnements qui vont être sur 6 mois maximum, bien que sous certaines conditions, on puisse les prolonger. Et surtout, vous pouvez revenir plusieurs fois. Donc pour vous, c'est presque à la carte. Exactement. Alors, une question quand même très intéressante aussi, hein. Donnez-vous des arrêts de travail ou préconisations pour le médecin si on a besoin d'une pause avant de faire une reconversion? Alors nous, non, on n'a pas cette possibilité-là. On peut faire le lien, hein, parfois avec des professionnels de santé, avec uniquement votre accord, parce que c'est un service 100% confidentiel. Par contre, non, ce sera plutôt à voir vraiment avec des professionnels de santé, tout ça. Tout à fait. Alors après, oui, cette fameuse pause, voir avec votre médecin traitant ou médecine du travail. Et pendant cette pause, vous pouvez, si vous êtes encore sous contrat, hein, c'est juste une suspension de contrat, venir rencontrer un CEP par contre. Ça, c'est faisable. Tout à fait. Alors, juste, je vais sélectionner une dernière question, en tout cas qui nous a été posée. Est-ce qu'il peut être intéressant de consulter un psychologue du travail? Tout à fait, tout à fait. En fait, l'accompagnement CEP, souvent, il va venir en plus d'autres démarches. On va souvent vous conseiller, vous accompagner sur des démarches, vous les proposer, et cetera. Donc par exemple, un bilan de compétences et ou un suivi par un ou une psychologue du travail, ça vient tout à fait, venir en ajout, et en complément d'un accompagnement CEP qui va plutôt, être en global, et après vous allez avoir des démarches, plus spécifiques. Alors, je te rejoins complètement, Marie-Lou. Ce qu'il faut se dire, c'est, entre guillemets, premier réflexe CEP, on fait le point, on voit ce dont on a besoin. Et si effectivement on a besoin d'aller plus loin, on va aller pouvoir dire, ben là, c'est un bilan de compétences, ou là, il faut aller plus loin avec un médecin du travail, là, il faut aller plus loin avec un psychologue du travail spécifique, ou il faut aller plus loin par rapport à une RQTH. Donc, il faut se dire que le CEP, c'est vraiment la porte d'entrée, la première entrée. Et là, on va aller tirer les bonnes ficelles, d'autres interlocuteurs au besoin. Parfois, pas besoin, le CEP suffit aussi. Très bien. Alors, je vois qu'il y a une toute dernière question qui arrive. Il est encore 57. Donc, quand le médecin, malgré plusieurs rendez-vous pour alerter, ne préconise rien, ni arrêt, ni RDV psy ou autre spécialiste, comment faire? Alors là, j'imagine qu'on parle du médecin traitant. Dans ce cadre-là, alors vous avez deux leviers, hein, principaux. Vous allez pouvoir consulter la médecine du travail. Elle va pas pouvoir faire ces choses-là, mais elle va potentiellement vous orienter vers d'autres spécialistes. Et sinon, vous pouvez évidemment vous-même changer de médecin traitant. Alors je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais toutefois, vous pouvez aussi voilà, essayer d'avoir d'autres leviers d'action. Mais souvent, la médecine du travail, c'est un bon premier interlocuteur aussi. Eh ben, ils sont un peu là pour ça, j'ai envie de dire, hein, pour justement limiter ces risques. C'est l'un de leurs jobs premiers Mmh. avant de juste donner l'aptitude à exercer son travail. Ouais. Peut-on avoir une RQTH suite à un burn-out? Oui, tout à fait. Alors, le burn-out, ça peut être reconnu comme maladie professionnelle sous plusieurs conditions. Évidemment, ça va demander quand même des démarches, hein, à ce niveau-là, auprès de professionnels de santé. D'une part, il faut que le lien entre le travail, vraiment l'activité professionnelle et cette situation, les conséquences du burn-out soient reconnues, hein, que ça ait bien un lien direct. Par exemple, si la conséquence de votre burn-out, c'est une dépression, vous pouvez prouver que c'est lié vraiment à votre travail. D'autre part, il faut qu'il y ait une reconnaissance d'au moins 25%, si je dis pas de bêtises,
je suis pas à la MDPH, mais d'au moins 25% d'incapacité suite à cela. Et là, dans ce cas-là, oui, vous aurez potentiellement une reconnaissance travailleur handicapé. Alors du coup, c'était la dernière question, hein. Je vous prie de m'excuser pour les questions qui viennent d'arriver, puisqu'il est 17h59 et un autre webinaire va démarrer dans quelques secondes. Donc il nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. On espère toutes les deux qu'on a été suffisamment clairs et qu'on vous a un petit peu éclairé sur ces mâles de nos périodes actuelles. En tout cas, merci Marilou d'avoir co-animé ce webinaire. Et merci à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.